Bonjour Julien. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Bon. J'ai fait un cauchemar qu'il n'y avait plus rien. Il y avait beaucoup de neige, mais il y avait de grosses orages. Bon, on va bien faire le ski. Bon, cet après-midi, on va l'en faire, bien sûr. Ok, allez, dépêche-toi, mon grand. Ouais. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, les anecdotes de qualité. J'ai fait mon petit récapitulatif, mon récapépète. J'ai 4 petites choses, 4 petites... Je suis fatigué. 4 petites choses justement très intéressantes et croustillantes à vous faire partager. Des grosses anecdotes parce que cette fois-ci, je me suis amusé à rechercher des grosses anecdotes, des trucs les plus what the fuck qui m'ont arrivé dans ma vie quand j'étais gamin. Je peux vous dire qu'il y a des trucs les plus what the fuck. Alors franchement, je vous garantis, ça fait plaisir. J'ai déjà 33 ans. En 33 ans, je vous garantis, j'en ai vu des choses. Mais alors là, ce que je vais vous montrer, c'est tchétché. Hein. Ce que je vous garantis, vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais, vas-y Mire, mais c'est pas possible, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est violent. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer déjà par ma première anecdote, déjà. Mon père, à l'époque, il avait un petit trou d'eau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un trou d'eau. Moi, c'est une petite rivière, il s'appelle les Tarnos. Et on allait pêcher avec mon père quand j'étais gamin. Il avait le temps à l'époque pour pêcher. Et donc, du coup, on allait pêcher au Tarnos. Donc, c'était un trou d'eau qu'on avait. Et c'était agréable parce que je vous garantis, j'ai passé d'agréables moments. Comme on peut en voir dans la photo qui est là, justement, une petite photo de moi qui sortait justement du trou d'eau parce qu'avant je pouvais nager dedans. Bon, il y avait des carpes, des silures, des machins comme ça. Je pouvais me faire avaler tout cru, mais non, ça allait. J'étais tranquille, j'étais serein dans l'eau boueuse et vaseuse. Mais voilà, c'est les souvenirs de l'époque. Mais je vous garantis, les tarnos, le trou d'eau, on allait pêcher vraiment de tout et n'importe quoi. Hein. Moi, j'allais pêcher avec ma petite canne à pêche, vraiment des petits, pas des sardines, mais des petites grillades, vous savez, des petits machins, quoi. Mais mon père, lui, il pêchait généralement des grosses pièces. Et une fois, avec mon petit lancer, non, c'était un moulinet, hein, mon petit machin, je sais même plus comment ça s'appelle, ça fait un moment que j'ai pas fait de pêche. Mais j'avais ma canne à pêche et tout. Et un jour, j'ai chopé une carpe miroir. La première fois que j'ai vu un poiscaille aussi gros, le bestiau, c'était un mammouth, le truc. C'était impressionnant. Et je vous garantis, j'avais la canne à pêche, il faisait 45 degrés le truc, tellement qu'il était plié la machine. On l'a sorti quand même, on l'a eu quand même, mais on avait du mal. Bon, après, on l'a relâché, ça sert à rien, c'est carneux, c'est dégueulasse, la carpe. Mais franchement, on allait pêcher aussi du brochet. On avait cherché des petits, pas des sardines, bref, je vous dis, des petits grillades. Mais franchement, on avait des truites, saumonnées ou tout ça, c'était vraiment bien. Je vous garantis, quand on passe du temps avec je passais du temps avec mon père, et qu'on passait la journée entière à ramasser des trucs, à récupérer des trucs, genre on avait notre bouillie, l'espèce d'amorce, comme il appelait ça de l'amorce, mon père. Donc on prenait l'amorce, on faisait de la bouillie avec de l'eau, de la pâte et machin, de la farine de truite et tout ça. Hop, on faisait balancer ça dans la flotte. Il y avait les asticots. Moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de regarder les asticots. Je vous garantis, quand on voyait des petites bestioles toutes roses, toutes dégueulasses qui gigotaient partout, les asticots, c'est la première fois que j'en voyais de ma vie. Ça me faisait drôle, en fait. J'étais comme ça, c'était trop rigolo. Après, voilà, donc du coup, c'est petites occasions de moments de magique, de tendresse, avec amour, avec son père. Mais je vous garantis, la première fois que j'y allais, c'était avec avec mon père et ma mère, on allait là-bas avec la 4L. J'ai une photo, pareil là, de moi avec la 4L, hein, avec ma petite radio, mon petit fauteuil comme il faut, j'étais bien posé comme il faut. Et franchement, je vous garantis, quand on passe du temps dans les trous d'eau comme ça, on a vraiment du temps. On n'avait pas de téléphone, tout ça, la technologie n'existait pas. Donc du coup, on prenait vraiment notre temps, on prenait l'instant présent. Franchement, c'est ce qui me manque actuellement, d'avoir du temps sans internet, ce qu'il n'y avait pas avant dans les années 90. Mais franchement, ça me faisait plaisir. Alors des fois, on entretenait le terrain, et après la rivière, il y avait une grosse butée, et là après, il y avait la voie ferrée qui relie de Paris à Strasbourg.
Donc du coup, on prenait le temps, puis des fois, t'avais toujours les trains qui passaient. Et on s'amusait avec mon père, je me rappelle toujours quand j'étais gamin. Dès qu'il y avait un train de fret qui passait, on calculait les nombres de wagons qu'il y avait. On se tapait les barres, des fois on calculait, il y avait 46 wagons, et avec des vieilles machines à diesel, alors ça crachait noir, c'est une dinguerie. Mais franchement, je vous garantis, on a récupéré des tonnes de trucs. Mon père, il avait un ancien bateau militaire, donc du coup, on en allait dessus pour nettoyer le terrain et tout ça, surtout les nénuphars qui prolongeaient là-dedans. Mais franchement, c'était une dinguerie. Genre une fois, on avait été là-bas pour nettoyer le terrain, et il y avait un petit nid de guêpe. Oh, c'est rien, un petit nid. Bon, le grelot, il était comme ça à peu près. Alors du coup, on reste pas longtemps. En plus, ce jour-là, c'est bien parce qu'il n'y avait pas la voiture qui était garée dans le terrain. C'était un peu plus loin. On s'est pas embêté du tout. Hein. On a fait un truc qu'il faut surtout pas faire. Je vous invite à pas le faire. On a pris un caillou, on l'a balancé dans le grelot. Le grelot, il a tombé. On a couru comme des tarés. On y a pris la voiture. On s'est taillé même pas refermer la clôture. On s'est barré. Mais franchement, on y est retourné peut-être quoi. Allez, 3 semaines, quasiment un mois après. Pour vraiment que le truc il se barre quoi. Le grelot était parti, il n'y avait plus personne dedans, puis on était tranquille, donc après on avait entretenu le machin, tout ça. C'était intéressant quand même, hein. Mais voilà, donc ce qui fait, c'est que j'apprécie beaucoup ces moments-là où on fait de la pêche. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai beaucoup eu l'occasion d'aider mon père à faire les hameçons, les plombages, la ligne et compagnie. On avait des bouchons de pêche, tout ça, on avait tout un arsenal de tarés chez mon père. Et en fait, on faisait pas mal de trucs comme ça. Et lui, mon père, il avait une gaule. Et c'est une espèce de grande canne à pêche qui était sur 32 mètres la canne à pêche. Mais c'était immense le truc, c'était un arbre le machin. Et des fois on allait pêcher à l'autre bout du terrain quoi. Mais franchement c'était bien, j'aimais bien. Et donc du coup j'ai appris à pêcher comme ça. Donc on avait des cartes de pêche. Bien si on pêchait légalement. Hein. Mais franchement ça me faisait plaisir. C'était des moments très intéressants de vivre ça. Je pense que vous, dans votre vie, vous avez eu l'occasion de pêcher avec votre père ou avec quelqu'un. Justement ensemble en famille ou des trucs comme ça, franchement c'est intéressant, sauf qu'il faut attendre des plombes des fois pour voir quelque chose. Bon après de bouffer en même temps, après le soir même, en petite grillade en friture. Hein. Après nous avons un truc que je ne pensais pas voir ça une fois dans ma vie, c'est des frelons asiatiques qui viennent d'Amérique. Alors vous allez me dire comment que c'est. Alors déjà les frelons asiatiques qui viennent d'Amérique, c'est pas des petits frelons asiatiques qu'on connaît en France. Hein. Ah non 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 non. C'est, on va dire, un autre level. Vous voyez, photo là, la pluie. Regardez, ça, c'est une petite photo de qualité d'un frelon asiatique qu'on a vu justement chez nous, pas loin de chez nous. Donc, je vous explique le cas échéant. Hein. Vous allez voir le truc. Donc, du coup, un après-midi, on va avec mon père dans un terrain à côté de Plivaux à Épernay, à côté d'Épernay à Plivaux. Et j'ai dit, bah, tiens, mon père, il me passe ses clés. Il dit, bah, tiens, ouvre la cabane, je vais bien me garer tout ça. Donc j'arrive à la cabane en plein milieu du terrain et là je vois un grondement, vous savez, un grondement pas très sain, vous voyez, c'est pas un grondement bizarre, toi. Ah j'ai dit, bon c'est peut-être normal, c'est peut-être le vent comme ça. J'ouvre la cabane. Je vous garantis quand je vous dis que le nid, donc le gros grelot, moi j'appelle ça des grelots, le nid était aussi haut que 3 bouteilles but à gaz en hauteur. Hein. Et aussi gros qu'une bouteille de but à gaz en diamètre. Imaginez le truc de what the fuck. Je suis devenu blanc. J'ai fermé la porte doucement. Hein, je vous garantis, j'étais pas serein. Hein. Quand on revoit la bestiole, on imagine le truc. Hein. Donc c'est tout, je vais voir mon père. J'ai dit, bon, on a un gros et sérieux problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'y viens. On retourne à la cabane. On est vraiment des gosses. Hein. On est vraiment gogol. Hein. On retourne à la machin où il y a les frelons bizarres, hein, comme on a vu dans la photo. Ah, il fait, ah oui. On ferme la porte. Les pompiers du Potelin, ils sont venus. Il y avait les pompiers d'Épernay. Tout un merdier de tarés. Ils sont venus. Donc ils sont venus au moins une bonne trentaine. Hein. Il y avait des personnes bien spécifiques et des combinaisons de bordel. Des apiculteurs, justement. Des personnes adéquates pour ça, justement. Ils n'avaient jamais vu ça. Des frelons asiatiques qui venaient d'Amérique. Et donc mon père appelait ça des frelons américains. Mais, what the fuck, le truc de taré. Je vous garantis, quand on voit la bestiole vivant, parce que là, quand vous voyez dans la photo, il y a les ailes qui sont pas déployées. Vous imaginez, sur la main. Imaginez, le truc déployé était comme ce bordel. C'était
une libellule, le machin. Hein. Mais ça fait drôle. Bon, alors du coup, les pompiers sont venus, ils ont fait tout un merdier, ils ont retiré le nid, ça a pris plusieurs heures, jusqu'à 9h du soir, alors qu'on y avait été, il était 13h30. Hein, on a passé toute l'après-midi avec ce machin-là. Bon, les bestioles, on les entendait passer, c'était pire que des Boeing 747, hein, c'était les machins militaires, ça y allait. Hein. Et donc du coup, le mec qui les a tous tués, tout le bordel, on en a récupéré. Quelques-uns. Alors il y en a un qui est au pompier, à Plivaux, et mon grand-père en a récupéré un. C'est quand même assez rare. Bon, je vous le remonte, vous voyez le bestiau. Il y a plus gros que ça. Bon là par contre c'est en Asie, réellement. Ça, vous voyez, donc ça, c'est la belle bébête. vous êtes d'accord? Là par contre, on n'a pas envie que ça vienne en France, ce truc-là. Vous allez me dire, alors comment que ça se fait que ça arrivait, les grosses bestioles en question? On pense simplement qu'à mon avis, il y a des gens qui sont partis en Amérique faire des vacances, ça peut arriver, et qu'il y a eu un frelon asiatique d'Amérique qui est venu justement via des valises ou via des conteneurs jusqu'à Plivaux. Et c'est comme ça qu'après il a trouvé son endroit douillet, bien sûr, dans notre cabane de jardin, hein, faut le faire quand même. Et donc du coup, mais ça fait tout un truc de taré, je vous garantis, c'est une dinguerie. Et donc du coup, voilà un petit peu le truc de qualité de ce qui s'est passé à l'époque sur ce truc-là. Et donc du coup, voilà, donc ça fait drôle de voir quand même des bestioles aussi grosses que ça dans sa vie. Ça fait peur, on est traumatisé quand on voit des petites gueules de pas grand-chose. On dit, oh, c'est rien. Bon, ça pique quand même une gueule, je me suis fait niquer la gueule par un dard juste ici. Bon, là, ça va peut-être un peu mieux. Mais par contre, des frelons comme ça, on n'a pas trop envie de faire joujou avec, hein, vous êtes d'accord, hein. Bon, alors après, un autre truc qui m'est arrivé dans ma vie, là, c'est encore plus fourbe. Vous allez me dire, mais putain, tu vas nous sortir des trucs fourbes en ce moment, c'est une dinguerie. Alors là, franchement, je vais éteindre simplement le son parce que j'ai oublié de... Voilà, c'est mieux. Et donc, du coup, encore une chose très intéressante, de qualité, je suis parti, parce que j'arrive souvent en colonie de vacances, soit l'été ou soit l'hiver, justement, en chalet en Savoie, hein, ça allait souvent en Savoie, ou des fois à La Rochelle ou des trucs comme ça en bord de mer, c'était très rare, mais plutôt en Savoie. Et une année, j'y suis allé, donc c'était, j'ai retrouvé, je vous garantis, j'ai fait de la recherche, hein, j'ai retrouvé la doc, voilà, donc la doc de Lac-Vert, donc c'était un petit chalet, donc Lac-Vert c'est l'association des centres de vacances d'épargnés de la région, donc c'était un petit chalet de qualité. Donc là par exemple, ils expliquent de 13 à 17 ans, donc camp itinérant, donc randonnée et rafting dans les Alpes, avec les jeunes sont hébergés tous sous tente, ils organiseront un lien avec les animateurs sur leur séjour, avant ça c'était randonnée rafting, mais le meilleur c'était quand même, ah oui ça c'était le mini-camp, si c'était ça, donc randonnée en montagne, découverte du milieu, camping itinérant, donc on faisait ça pendant plusieurs temps, nuit et refuge, excursion baignade, donc on avait fait pas mal de choses. Et nous avons aussi donc le fameux chalet. Hein. Dans le chalet savoyard de l'association, les enfants seront logés dans les chambres de 4 à 8 lits. Ils se retrouveront à chaque repas dans la salle à manger. Encadrés par les animateurs diplômés, les jeunes auront la possibilité d'activités multiples, d'expressions manuelles et corporelles et de découverte de la nature. Ah, la nature! Surtout en pleine montagne, c'est de qualité. Hein. Alors, ils pratiquent des jeux et des activités en plein air sur un terrain de sport. Alors, il y a dans les mini-camps initiation au cheval, ou baignade des activités nautiques à base de passis et rafting, ou d'escalade avec les guides de la région, découverte de la montagne vie en alpage, ou randonnée à la montagne avec guide et nuit de refuge, découverte de la faune et de la flore. Et dans la maison, dans le chalet, on avait les activités créatives d'expression, les veillées, des jeux et des booms, alors ça on adorait ça, hein. Une soirée savoyarde et des feux de camp. Ah, c'est magnifique, hein, vous imaginez l'ambiance de qualité. Et moi j'y suis allé du 30 juin au 27 juillet. J'y suis allé un mois entier là-bas. À l'époque, c'était les francs. Hein. C'était un moment 5000 francs le séjour. Hein, ça pique très fort. Bref, et donc du coup, 5000 francs, ma mère, ça nous a coûté à mes parents. Et donc du coup, du 30 juin 96 au 27 juillet 96. Vous allez me dire, pourquoi tu vas nous parler de cette chose-là? Alors sachez que dans les années 90, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est pour ça que je l'ai encore en tête. Je m'en rappelais plus trop, c'était en 95 ou 96, mais c'est en 96.
le 15 juillet 96 à 2h13 du matin, à nord-ouest de Dancy, à peu près qu'on était du côté de... Justement, en plein milieu. En fait, ça tombait en plein quasiment dans le truc, hein, parce que Annecy, il est là, et notre truc dans le nord-ouest, c'était là. Et en fait, le truc, c'est qu'on était en plein dedans, vous voyez. Vous regarderez sur Google Maps, Annecy, vous allez mettre Domancy dans la Savoie. Vous allez voir, c'est dans le nord-est, hein, c'est bien. Hein. Et donc, du coup, on s'est tapé un tremblement de terre de 5,2 à l'échelle de Richter. Hein. Je vous garantis, ça vibre un peu, hein. Je vous garantis. On s'est tous réveillés, on savait pas ce qui se passait. Il y avait plus de courant dans le quartier, ça avait sauté. Et on avait tous les blocs des BES qui étaient allumés. Et on voyait en passant par la cuisine, toutes les tables, les chaises bouger dans la salle. Mais c'était traumatisant, je vous garantis. On a sorti, on était obligé de sortir. Hein. On est sorti dehors. Et je vous garantis, on entendait un brouhaha de ouf. C'était la première fois que j'ai subi un traumatisme comme ça, un tremblement de terre. On entendait dans le fond, parce que dans le fond de la vallée, on a une grosse montagne. Et juste en face, la montagne, elle grognait. Mais bizarrement, quoi. Hein. Et donc, c'est tout. Et donc, on était traumatisés, les pompiers sont venus, tout le bordel, ça durait toute la nuit. 2 heures après, paf, encore un petit sismique encore en plus pour bien couronner le tout, vous voyez, hein. Et donc du coup, le lendemain, quand ça s'est calmé, bon, il y avait des pompiers, par exemple, on entendait tout le merdier, on a regardé la falaise en face. Je sais pas ce qui s'est passé, il y avait un morceau de la montagne qui était en moins. Donc du coup, voilà, il était descendu au rez-de-chaussée le truc. Et alors là, c'était impressionnant. On est arrivé du côté de Combloux, on a fait le tour dans des patelins. Il y avait des rochers aussi gros que des bus qui avaient été tombés de la falaise. Oh, on se dit quand même, c'est impressionnant de voir que la mère nature est tellement folle des fois. Alors là, je vous dis, en 96, j'étais jeune. Mais quand on subit ça de vrai, je vous garantis, le chalet, heureusement qu'il était costaud. Hein, mais alors là, c'était un truc de taré. Genre, c'était... En fait, si vous voulez, le bruit d'un tremblement de terre, c'est sourd. C'est un peu comme si on avait de l'eau dans les oreilles et qu'on secoue la tête. C'est pareil. Eh ben, sur le coup, on va tous y passer. Hein. Et ça a été marqué, donc c'était ça. Je l'ai noté, j'ai été sur internet tout à l'heure. Vous pouvez le mettre, hein, tremblement de terre en Savoie le 15 juillet 96 à 2h13. Vous allez tout de suite trouver. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Au nord-ouest d'Annecy, mais c'était un truc de mal 5,2 sur l'échelle de Richter qu'on s'est tapé quand même. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'en Amérique qu'on trouve des gros tremblements de terre. C'était un des plus gros tremblements de terre. Juste là, il y en avait un, c'était en 62. Là, c'était bien violent, quoi. Donc on voit un petit peu les péripéties des vacances quand j'y vais dans les Alpes, tu vois. Voilà, et franchement, moi, ça me fait plaisir parce que je vous garantis, quand on voit ça, c'est impressionnant quand même. Et après, une dernière chose, il me reste plus que 9 minutes d'enregistrement. Je pense qu'on va faire une petite pub et on va se revoir juste après. Donc on se dit après la pub. Ah, chaîne, petite pub, hein, je vous garantis, c'est une dinguerie. Donc, on va pouvoir reprendre les événements. Donc, franchement, je vous garantis, c'était une dinguerie quand même de se dire qu'on a vu des choses les plus what the fuck. C'est une dinguerie quand même. Et donc, du coup, on va pouvoir laisser la dernière petite chose que je voulais vous parler aujourd'hui. Encore du ski, mais là, bon, c'est pas de la montagne d'été, mais de la montagne d'hiver. J'avais été dans les années 90, justement, en vacances, avec justement, avec la classe de neige que j'avais faite à l'époque, en 99, donc ça date de vieux. Et j'ai retrouvé encore, bien sûr, le truc du ski, hein. Donc de la cour Julien, bon bien sûr là. Donc voilà, j'avais un petit peu fait le tour vite fait le 25 novembre. Là par contre, j'avais pas vite fait jeudi 16 décembre, Bachaboulou. Donc c'est le 16 décembre, Bachaboulou. Et j'avais fait la 2e étoile. Oui, parce que j'ai les 3 étoiles. Et j'ai failli faire l'étoile d'or, mais je l'ai pas eu. Et donc, du coup, j'ai fait au centre d'accueil de Champs-Rousse, la station de Bachaboulou, dans le massif montagneux de Grenoble, du 7 décembre au 17 décembre 99. Donc il y avait l'institutrice, c'était Sandrine, les animatrices, s'appelait Isabelle, le moniteur, il y avait Anne-Marie, il y avait Bison, je sais pas c'est qui, Alain K, Alain Jeannot. J'ai fait 27 séances de ski alpin de 1 heure chacune. J'ai fait 2 séances de ski de fond avec 1 heure chacune.
Au cours de la classe de neige, j'ai acquis le niveau de 2e étoile. J'étais hyper content quand même à l'époque. Hein. Et je vous garantis, là, regardez. C'est mon moment de dinguerie, regardez, c'est beau. De tout broter, hein, n'est-ce pas? J'espère que ma caméra flamme parce que j'ai vu une dernière coup, elle était différente. Mais voilà, donc après, il y avait un petit peu le truc... Oh non, j'ai pas fait gaffe à ça. Oh non, ah oui, ah, je vais vous montrer ça. Alors, le ski, donc là, en fait, il y a les appréciations qu'on avait dans le carnet. Alors, quand je skie, écoutez bien. Ah, je garantis cette dinguerie. Ah. Putain, non, ah, j'arriverai pas. Donc, dans le ski, donc c'est le truc vraiment, des trucs de ski, hein. Quand je skie, ce qui m'apporte du plaisir, c'est le petit-déj, le manger, etc. Voilà. Je savais pas qu'on pouvait manger en skiant. Hein. Ce qui m'ennuie, le pont de Bacha. Alors vous allez me dire, c'est quoi le pont de Bacha? Le pont de Bacha, c'était un endroit stratégique. Il y avait le totem, il y avait le pont de Bacha. Bon, c'est des endroits bien stratégiques dans le circuit justement du ski. Voilà ce que je voudrais faire, le ski. Très simple. Hein. Dans l'apprentissage du ski, le plus difficile a été le pont de Bacha. le plus facile a été le totem. Alors je ne sais plus c'est quoi les types de ski, les types de pistes. Il y avait les pistes bleues, vert, rouge et noir normalement. Mais voilà. Avec le moniteur de ski alpin, j'ai descendu les pistes suivantes. Le totem, le pont de Bacha, la roche Bérengère. Ah oui, c'est vrai. La roche Bérengère, c'était une piste rouge, je crois. Je sais plus c'était quoi. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le ski avec le moniteur de ski de fond. Bon, ça, j'ai pas suivant. Le remontée mécanique, je suis capable de les prendre. Le totem, 500 mètres de long. Ah oui, déjà. Le pont de Bacha, 1,5 km de long. Ah ouais. Roche Bérengère, 28 km et 90 mètres de long. 28,90 mètres. Ah ouais. Le coin, 250 km et 20... Alors par contre, je ne sais pas si c'est vraiment 250 km, ça m'étonnerait. Mais moi, j'ai marqué ça. Donc je ne sais pas pourquoi. Faut que je me renseigne. Libre expression, ah ouais. Alors, la première classe de neige, ce que je voudrais en dire, c'est super, nous partons à 8 h, nous montons le totem, puis le pont de Bacha, et après la roche Bérengère, et le coin. Nous, les moniteurs de centre, je sais pas, où l'a dit, où on est, je ne sais pas. Et par là, ouh là là, dis donc, c'est haut. Ah, c'est tellement bien. D'abord, aux remontées mécaniques. Alors là, par contre, j'avais fait une libre expression. Donc c'était voilà, donc un système de ouf comme ça. Donc, ah oui, alors là, c'est... Là, donc on avait le totem qui était là. Le totem avec le truc là, puis la petite montée. Après, on avait le fameux The Pont de Bacha. Donc le pont de Bacha, en fait, ça faisait un virage comme ça de machin. Et puis après, donc là, la roche Bérengère, c'est comme ça. Je pense que ça ne devait pas faire 20 km, 250 km, mais ça devait faire une grande distance. Le coin, ouais, c'était ça tout petit. Mais par contre, je regarde justement un peu le truc. Mais par contre, le pont de Bacha, oui, c'est ça. Le pont de Bacha, en fait, à chaque pylône, ça faisait des montées et des descentes, en fait. Et à un certain endroit, au niveau du virage, en fait, c'est pas souvent qu'on voit des remontées mécaniques, vous savez, les tire-fesses, mais en virage. En fait, le truc, c'est que dès que ça arrive au niveau du virage, ça passe sur le côté direct. Et à chaque fois, on se crache la tronche. Et moi, je supportais pas le pont de Bacha. C'était une naïverie. Et donc, du coup, j'ai retrouvé ça. Voilà, donc là, c'est pareil. Il y a les autres trucs encore. Règles de conduite des skieurs. Respect d'autrui. Oui. Maîtrise de la vitesse et du comportement. Non. Maîtrise de la direction. Donc là, ils expliquent un peu. Et c'est marqué. Oui, c'est moi. Hein. Le gogol qui avance pas. Dépassement, non. Obligation du skieur avant l'encroisement, non. Donc ça là, hein, le stationnement, je ne sais pas pourquoi, non. La montée, ça j'y arrivais. Je sais pas pourquoi je dis non, tout le bordel. En cas sinon, toute personne n'a prêté secours. Ah ouais. Ouais, il y a plein de trucs que je faisais pas en fait. Et non, du coup, voilà, c'était ça l'école du ski français, ça date de vieux. Ça date vraiment de vieux. Je sais même pas si ces bouquins-là existent encore. Bon, bien sûr, modernisés, bien sûr, mais franchement, moi j'aimais bien, vous imaginez, j'ai tout gardé en fait de mon époque. Mais ouais, j'ai ma première étoile justement à l'époque dans Savoie, c'était en Haute-Savoie. Voilà, donc pouvoir tourner en évolution élémentaire sur une piste très fragile. Très facile. Après, il y a la deuxième étoile, troisième. Bon, ça, c'est un truc que j'ai pas gardé tout le temps, en fait. Non, c'était que pour la deuxième étoile. Mais j'aimais bien ce que là, vous imaginez, il est en très bon état.
C'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec ça. Mais franchement, ça coûtait très très cher à l'époque. Des trucs comme ça, c'était impressionnant comment ça coûtait cher. Mais franchement, vous voyez, moi ça m'a plu. C'est des petits souvenirs que j'avais à l'époque. Mais j'aurais bien voulu continuer à dire la session de ski. Parce qu'après cette session-là, la 2e étoile, j'ai fait la 3e étoile justement à... Comment ça s'appelle en 2001 justement, quand j'étais avec Monsieur Laporte en Savoie. Donc voilà, donc c'est pareil, j'allais souvent... En fait, la plupart du temps que j'allais en ski, c'était en Savoie. C'était direct, c'était rapide. Hein. Donc j'allais souvent du côté de Domancy. Donc si vous connaissez certains qui sont dans le coin, j'allais sur Domancy, Savoie, donc là, Domancy, Combloux, Megève, Pras-sur-Arly, Notre-Dame de Bellecombe, la Clusaz. J'allais tous ces endroits-là, je connais la Savoie par cœur et la Haute-Savoie par cœur. Quand on allait, même dans le Jura, des fois on descendait un peu dans ce coin-là, et on allait jusque dans, justement, au cas le lac de Genève. C'est pareil, je vais vous expliquer encore une dernière chose. Le lac de Genève, j'y suis allé plusieurs fois là-bas. Je vous expliquerai, le prochain coup, ça sera les vacances dans le Jura. Je vous expliquerai ça plus tard. Ça sera une très bonne chose à faire. Les vacances aussi, j'étais avec mon père dans le Jura, parce que j'étais 2 fois dans le Jura. On avait été aussi en Suisse, ça je vous expliquerai aussi. Le prochain coup, je vous expliquerai aussi ma chevauchée dans le pays d'Andorre. Je vous expliquerai aussi. Franchement, je vous expliquerai plein de trucs. L'année prochaine, on va se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous n'allez pas trop être traumatisé par rapport au tremblement de terre. Aussi aux bestiaux, je vous le remets là si vous voulez. Hein, voilà. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme de bien entendu, bah... 5000 € pour un mois. Eh ben dis donc, hein, pour un tremblement de terre en plus. Sensation garantie. C'est parti. Ah, c'est pas faux.